messieurs, merci de votre fidélité à Télé 7. Nous sommes le 17 mai aujourd'hui. Vous le savez, notre pays se souvient de l'entrée des troupes de l'AFDEL dans la ville de Kinshasa, ce qui finalement sonnait la fin du régime du maréchal Mobutu et la prise du pouvoir par l'AFDEL dirigée par M. Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, nous allons essayer de revenir sur les contextes qui avaient conduit à cette chute du pouvoir de la Deuxième République, mais également à ce que cette révolution est devenue 16 ans après. Et pour essayer de parler de cette question, nous avons sur ce plateau deux invités de marque. Nous avons d'abord le professeur Mathieu Kalele, analyste politique, mais aussi acteur politique bien connu dans notre pays. Bonsoir, professeur. Bonsoir. À côté du professeur Kalele, nous avons le docteur Jean-Baptiste Sonji, qui fut ministre à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila et l'un de ses collaborateurs aussi. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, bonsoir à vous tous qui suivez. Je commence avec le professeur Kalele. Prof, nous sommes le 17 mai 1997. Les troupes de l'AFDEL arrivent à Kinshasa. À votre avis, qu'est-ce qui avait fait que le régime tant redouté de la Deuxième République à ce moment-là n'était pas en mesure de pouvoir freiner l'entrée de l'AFDEL et pouvoir peut-être se sauver le régime en fait? Bon, le régime Mobutu était déjà en dislocation. Il était déjà trop affaibli. Les gens ici ne juraient que par sa chute. Il ne faut pas oublier, comme on l'a dit dernièrement quand on parle de Sun City, qu'il y avait eu des pressions extérieures avec la perestroïka, il y avait eu des pressions internes et Mobutu d'ailleurs lui-même avait déjà quitté la capitale. Il vivait à l'intérieur du pays, chez lui. À plusieurs reprises, le slogan c'était réaffirmer l'autorité de l'État. L'opposition politique à l'intérieur l'avait déjà trop affaibli. L'AFDEL va donner un coup de grâce au régime Mobutu. Vomi même de l'intérieur, par ses propres collaborateurs, dont les militaires. Ça, on sait. Mais je crois que ce qu'il faudrait élucider, c'est les acteurs au sein de l'AFDEL et leurs agendas. Oui. Les différents acteurs n'avaient pas les mêmes agendas cachés. Vous aviez les Rwandais, vous aviez Laurent Désiré Kabila, vous aviez la population congolaise, vous aviez l'Occident. Ce n'était pas le même agenda. L'Occident qui va financer cette guerre par l'American Mineral Field. Vous voulez quoi? Le remplacement de Mobutu par un autre Mobutu, je veux dire par un Congolais qui puisse de la même manière assurer ses intérêts. Il a cru le trouver en Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila avait un autre agenda. Il n'entendait pas se soumettre au diktat de l'Occident, mais il en avait besoin, comme il avait beaucoup lutté pour conquérir le pouvoir, il s'est appuyé sur l'Occident pour prendre le pouvoir. Il y avait, oui. Je termine, Oui. il y avait les Rwandais. Pour les Rwandais, avec cette histoire de la République du Volcan, l'Empire Imatutsi, et trouvaient aussi que c'était une occasion de diriger le Congo. Il y avait enfin la population congolaise. La population congolaise croyait réellement en une libération. Que ceux qui viennent là-bas, qui chassent Mobutu, ils nous rendent, ils nous donnent l'occasion de souffler. Et chacun a joué sur
son agenda, et celui qui a été le plus dupe, c'est la population congolaise. Très bien. Alors, docteur Sonji, est-ce que la victoire de l'AFDEL était prévisible? Bah, la victoire était prévisible dans ce sens que c'est le régime qui s'est écroulé. C'est pas, parce qu'il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pratiquement pas eu de combat. Les gens ont quitté le Kivu jusqu'ici pratiquement en marchant à pied, il n'y a pas eu de bataille. Donc, ni les soldats, parce que les soldats, le changement intéressait les soldats aussi, que le système change, parce que le peuple congolais s'est exprimé, notamment à travers les consultations populaires. Il avait fait, Mobutu leur avait demandé, de faire une analyse critique de la situation, d'évaluation, et que le système était mauvais, qu'il fallait le changer. Et du fait qu'on a voulu lui donner une voie de sortie, disons, pacifique à travers la conférence nationale, qu'on mette progressivement les structures sur pied, il n'a pas voulu. Et c'est cette résistance qui a suscité la violence, la petite violence qu'il a finalement emportée. Donc l'AFDEL, ce n'était pas une grande armée, même quand les Rwandais disent qu'ils étaient, les Rwandais n'étaient pas les plus nombreux. Parce qu'à partir de Kisangani, c'est l'Angola qui va prendre les choses en main. Parce que l'Angola savait très bien que le régime de Mobutu lui avait gravement porté préjudice en soutenant l'UNITA. Donc c'est l'Angola surtout qui va prendre les choses en main. Au point que d'ailleurs la seule bataille qu'il y aura ici à Kenge va opposer les troupes de l'UNITA associées à la DSP aux troupes angolaises. Et alors, vous qui étiez à Kinshasa à ce moment-là, est-ce que vous étiez en intelligence avec la rébellion à partir de l'Est du pays ou alors quelles sont les circonstances qui avaient amené à votre jonction dans ce mouvement militaire qui venait de l'Est? D'abord, il faut bien dire que moi, je faisais partie de la coordination de l'opposition autour du président Tshisekedi. Oui. Nous représentions le front de l'opposition. Oui. À un moment donné, on a fait des analyses démontrant qu'avec Mobutu, nous n'allions jamais atteindre l'objectif. Il allait saboter tout le système de la conférence nationale. Alors, une fois que je me suis retrouvé à Bruxelles, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui était de l'entourage de Museveni et qui organisait la conférence panafricaine à Kampala, le colonel Outafire, et qui me dira, voilà, bon, ce que vous menez là comme lutte là, je ne pense pas que sans une petite dose de violence que Mobutu va vous céder le pouvoir. Mais que les Rwandais qui sont chez nous là-bas sont en train de rentrer chez eux, ils vont rentrer chez eux. Vous, les Congolais, vous devez mettre à profit ce retour en les accompagnant, quitte quand ils restent à Kigali, vous continuez. J'ai fait part de cela, quand je suis revenu, j'ai fait part de cela au Premier ministre Tshisekedi. Il a dit, bon, écoutez, je suis d'accord, mais moi, comme je suis pacifiste, moi, je te laisse, si je t'autorise, tu peux aller. Moi, mais moi, je n'ai pas autant d'aura que vous. Ce qui fait que l'affaire a quelque peu traînaillé. Et puis, quelque temps après, on apprendra effectivement que le Front patriotique rwandais a mené sa guerre. Et puis, quelque temps après, on va apprendre la naissance de l'AFDEL. Et là, on dit, voilà, ce que nous avait dit, que nous aurions pu prendre, voilà, on est obligé de le donner aux autres. Oui. Alors maintenant, nous avons intérêt à les soutenir. Les soutenir comment? En exacerbant les contradictions entre l'opposition et Mobutu, de manière à ce que cette exacerbation des contradictions favorise la venue de ceux qui viennent, et quand ils viendront ici, ils ne peuvent pas ne pas tenir compte de ce que nous avons fait. Et à ce sujet-là, nous avons demandé au Premier ministre de ne pas se rendre à Nice, ou je ne sais pas où Mobutu était en convalescence. Là, nous avons dit, parce que le problème, ce n'est pas simplement des relations humaines. Votre déplacement, c'est une manifestation politique. Ça a une incidence politique telle qu'il vaut mieux que vous n'alliez pas là-bas. Il est parti de là, contre notre avis, et puis quand il est arrivé sur lui, il a dit de ne pas entrer au gouvernement, il a refusé. Personnellement, nous avons dit, écoutez, nous, le Front de l'opposition, nous quittons l'alliance, enfin la coordination de l'opposition. Nous préférons soutenir ce qui arrive là-bas. Alors, personnellement, j'avais été contacté à partir du mois de janvier 1997, parce qu'ils me connaissent, d'abord, le musée me connaissait, beaucoup de camarades étaient là, et puis, lorsqu'il fallait aller là-bas, la question se posait, est-ce qu'il fallait que ce soit moi ou l'un de nous qui étions ici, qui devait aller les joindre, ou bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons chargé la section du Front patriotique congolais, notre Front patriotique à Paris, à travers Jean-Baptiste Moulemba. C'est cette section qui a payé le billet d'avion à Jean-Baptiste Moulemba, qui lui a rejoint Goma, qui était donc notre représentant. Et donc,
je n'étais pas surpris lorsque les gens sont venus me proposer. Je me souviens, c'était un lundi, j'étais en train d'opérer, on est venu me chercher, il dit voilà, il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. Alors, quelqu'un veut voir. Sans donner trop de précision, il m'a fixé rendez-vous. Il dit bon, où est-ce qu'on voulait qu'on se voit? Moi, je dis écoutez, ou bien, moi, je dis, ouais, c'était les Mouboutistes qui viennent me tendre un piège, ou bien nécessairement, c'était les délégués de ceux-là. Alors, moi, je dis, bon, j'ai prévenu mes amis, bon, je leur ai fixé rendez-vous en face du même ligne, dans le hall de l'hôtel Mémé, comme c'est public. C'est là qu'effectivement, la personne est venue. Alors, il m'a salué, je ne le connaissais pas. Il m'a cité le nom de quelqu'un que je connaissais, un ami, dont je me souviens qu'à Bruxelles, quand j'étais, nous avions discuté avec lui de la nécessité d'une lutte armée pour chasser Mobutu. Alors, dès qu'il m'a parlé de lui, directement j'ai compris. Il m'a dit, bon, écoutez, on va se voir un tel autre jour. Alors, c'était en fait le contact. Et puis, à partir de là, au fur et à mesure qu'il se rapprochait, les contacts se rapprochaient aussi. Et puis, finalement, on a eu vraiment des contacts plus précis. Alors, à un moment donné, on nous a demandé, quand ils étaient encore du côté de Kenge, ils nous ont demandé, est-ce que vous pensez que les troupes doivent entrer à Kinshasa? J'ai mené les enquêtes, tout ça. Oui, il fallait qu'ils viennent. Et puis ils m'ont dit, voilà, nous venons jeudi. Et puis quelques temps après, on me dit non, on ne vient plus jeudi parce que il y a le technique à 2, je pense qu'il va avoir lieu. Alors pendant qu'on était en train d'attendre le technique à 2, c'est à ce moment-là que je suis au boulevard du 30 juin, je vois le cortège de Mobutu en train de filer, mais je ne savais pas. Et j'arrive à l'hôpital général. Un officier de renseignement me dit que Mobutu vient de fouiller, alors il faut tout faire. Alors c'est en ce moment-là que j'ai essayé de vérifier tout. C'est alors que vers 15 h, nous avons donné l'ordre, nous avons demandé qu'il fallait absolument qu'ils entrent ce jour-là et que moi, ils allaient me trouver de garde à l'hôpital général. C'est ce qui s'était passé. Très bien. Alors, ça c'est un témoignage très fort, professeur. Beaucoup de gens disent finalement aujourd'hui que le 17 mai, considéré par les uns comme la libération, mais aussi c'était le début de beaucoup de difficultés pour notre pays parce que ça mettait fin au processus démocratique qui avait commencé avec la CNS. Est-ce que c'est votre avis? Non, je viens de vous donner les acteurs majeurs et leurs agendas. Pour la population congolaise qui ne voulait plus de Mobutu, cette entrée, ce départ de Mobutu était considéré comme une libération. Si vous reprenez les images, vous voyez comment les jeunes gens de l'AFDEL, Kadogo, ont été accueillis, même à Kinshasa. Mokombozi, ils étaient pris comme libérateurs. On leur donnait au passage de l'eau, des biscuits, des bananes. Mais pour les Rwandais, comme je l'ai dit, il s'agissait de faire main basse sur le Congo. Pour les Européens, il s'agissait de continuer la domination en se servant de Laurent Désiré Kabila. Il faut garder en tête ces agendas-là qui n'étaient pas les mêmes. Maintenant, le problème de démocratisation. Oui, on en parle. On parle de la démocratisation. Mais je ne veux pas tomber dans ce genre de piège. Je ne vois pas un mouvement qui s'est dit révolutionnaire, qui prend le pouvoir aujourd'hui, qui organise les élections demain. On ne pouvait pas demander au groupe de Laurent Désiré Kabila, à peine installé, qui se recherchait, de passer déjà à l'organisation des élections. C'eût été une bévue et une erreur tactique très grave. Il fallait d'abord s'asseoir, consolider les structures et penser aux élections. Généralement d'ailleurs, lorsque on parle des élections, l'histoire nous apprend que ça ne vient pas nécessairement des natifs. Prenez même Joseph Kabila ici.
il est mis au pouvoir après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et les gens ne comprennent pas comment il est arrivé là-bas. Il se posait un problème de faire avaler la pilule. L'Occident qui l'a mis a cherché une première légitimation. Et Sun City, c'était ça. Le faire légitimer par la classe politique, par consensus. Ça ne suffisait pas. Quand vous prenez l'histoire politique du Congo, après Sun City, tout le mois d'avril 2004, c'est les voyages et les contacts de Joseph Kabila avec l'Union européenne. À Berlin d'abord, à Bruxelles ensuite. Et tous ceux qu'il a rencontrés insistaient sur la nécessité d'organiser les élections pour le faire légitimer par la population congolaise. Donc, le jeu ne se jouait pas ici, il se jouait là-bas. Les Ayelo, les Romano Prodi, les Louis Michel, même le nom de Malou Malou avait été avancé à Bruxelles. Ce n'est pas ici. Donc, quand nous parlons des élections, il faut savoir qui est le concepteur et l'acteur principal. L'Occident voulait se dédouaner en faisant légitimer, comme je l'ai dit, d'abord par la classe politique, ensuite par la population. Ce n'était pas une affaire des Congolais, n'ont même pas été acteurs. Ce n'est pas nous qui avons financé Sun City. Hein? Difficile. Alors, docteur Songi, l'AFDEL prend le pouvoir le 17 mai. Laurent Désiré Kabila s'autoproclame président de la République. Il vient à Kinshasa. C'est sûr que vous avez été parmi les gens qui ont organisé son arrivée dans la capitale, lui-même en tant que chef d'État. Comment ça s'est passé? D'abord, il faut, comme il vient de le dire, parce qu'il y avait beaucoup d'agendas. D'abord, la partie rwandophone qui se trouvait dans l'AFDEL, il y avait une certaine compétition et je pense que c'est le 16 que M. Laurent Désiré Kabila s'est proclamé président de la République. D'abord, il ne pouvait que se proclamer parce que je ne vois pas qui d'autre allait le proclamer, puisqu'il n'y avait pas de parlement, il n'y avait rien. Mais je pense qu'il y avait une espèce de course de vitesse. Parce qu'il y avait Deogracias Nguera qui pensait que c'est lui qui allait être chef de l'État. Faisant partie un peu du schéma, je pense, rwandais. Et c'est comme ça qu'un prix de cours, c'est comme ça que Kabila va les prendre de cours, ce qui va évidemment mécontenter terriblement la partie rwandaise. Alors nous étions ici, évidemment, nous avions une conception un peu différente par rapport à la tribulation qu'il y avait de ce côté-là. Alors nous pensions que même s'il y avait une période transitoire du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, nous devrions plutôt nous lancer dans un processus de démocratisation, après avoir éliminé un certain nombre d'obstacles qui se présentaient en face de nous. Mais on s'est rendu compte que la mainmise rwandaise était très forte. L'influence rwandaise était extrêmement forte. Et la première, on va s'en apercevoir, parce que même les gens qui assuraient les gardiens, qui étaient les gardes du corps de musée, tout ça, c'est des Rwandais. Même quand nous étions au Conseil des ministres, la personne qui était derrière lui, c'était toujours un Rwandais. Et la première chose qu'ils vont faire, les Rwandais se rendant compte que le pouvoir était relativement faible, ils prennent conscience que ce qui pourrait constituer un obstacle dans leur schéma, c'était les Angolais. Parce que les Angolais étaient plus nombreux, sur le plan militaire, ils étaient plus nombreux. Les Rwandais, je pense au maximum, il n'y avait pas 3 000 Rwandais. Sur les 50 000 qui sont unifiés, l'essentiel, c'est les troupes angolaises. Alors très subtilement, ils vont demander, ils ont créé un conflit entre Mzee et l'Angola pour que Mzee demande aux Angolais de s'en aller. Et c'est ce qui va se passer. Il est vrai que les troupes angolaises avaient effectivement pillé beaucoup dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, ils avaient pillé beaucoup les élevages des pères jésuites et tout ça. Donc on a profité un peu de ça pour trouver le prétexte pour les faire partir. Mais une fois qu'ils vont partir, c'est à ce moment-là en fait que
les Rwandais vont croire qu'ils ont la main libre. Mais Mzee n'est pas né de la dernière heure. Il est très conscient que et les Rwandais et toute une série d'influences extérieures veulent en fait l'amener dans un schéma qui n'est pas le sien. Et c'est comme ça que, petit à petit, il va commencer à desserrer les taux des Rwandais. D'abord au niveau de l'AFDEL, il va en déchoir Bougera de ses fonctions de secrétaire général de l'AFDEL pour le nommer ministre d'État sans portefeuille. Donc il libère le parti pour le mettre dans un gouvernement où il n'a pas de pouvoir. Il va faire beaucoup de changements et puis à un moment donné, même les gars du corps rwandais vont s'en aller, ils vont être remplacés par les Tanzaniens. Et c'est comme ça que progressivement, donc, il va... Alors, les Rwandais prennent conscience déjà assez tôt, parce qu'ils prennent conscience qu'ils ne contrôlent pas Mzee déjà dès le mois de décembre. Parce que le schéma de le faire partir date déjà de décembre 97. 97. Lorsqu'il va envoyer les équipes, là, les amis du Congo, pour collecter un peu les fonds, c'est pendant cette période on est en train de préparer comment le faire partir, parce qu'on estime que le monsieur n'est pas manipulable, il ne peut pas suivre on va revenir sur Mzee lui-même. Alors, professeur Kalele, le régime de l'AFDEL s'installe. Vous l'avez dit, vous avez donné les raisons qui ont poussé. Alors, ce gouvernement-là même de l'AFDEL, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de Mzee Laurent Désiré Kabila lui-même, mais aussi de son action à la tête de l'État? Bon, ben moi, je suis peut-être le témoin le plus objectif. Oui. J'ai connu Laurent Désiré Kabila dans les circonstances dramatiques. Je suis la première personne, le premier Congolais qui a été arrêté par l'AFDEL, jugé devant la cour d'ordre militaire, et le ministère public avait requis contre moi 20 ans de prison ferme. C'était un tribunal pour avoir dit que il y avait des Rwandais avec Laurent Désiré Kabila, qu'il voulait faire du Congo, partir du Congo rwandais, du Congo belge au Congo rwandais, que la CIA avait mis à la disposition 100 millions de dollars pour faire diriger le pays par les Rwandais. Ça, ce sont les fruits de vos recherches. C'était les fruits de mes recherches. Mais lorsque je suis enlevé de la prison au palais de Marbre, la nuit, de 10h, de 22h à 1h du matin, c'était des discussions à rebondissement. Beaucoup de menaces avant qu'on s'entende. J'ai appris à connaître l'homme à cette occasion. C'était réellement un homme de conviction qui voulait, qui savait ce qu'il voulait et comment y arriver. Malgré le fait que j'étais en prison, je l'ai estimé et je garde beaucoup de respect jusqu'aujourd'hui à son égard. Mais je n'ai pas eu l'occasion, moi, de connaître ses collaborateurs au niveau de ministre, que je connaissais. Parce que lorsque vous menez une révolution, vous pouvez mener votre révolution avec des compagnons de lutte. Vous vous connaissez, vous partagez une même idéologie, vous avez les mêmes objectifs. Les gens ne sont pas de simples clients politiques, c'est des gens qui agissent par conviction, qui sont prêts à mourir avec vous. L'exemple le plus parlant, c'est Hitler avec Göring. Quand Hitler se donne la mort, Göring aussi se donne la mort avec toute sa famille. Mais lorsque vous avez mené une révolution, vous n'avez pas eu des gens de conviction auprès de vous, mais des opportunistes, comme lui-même l'a appelé,
les a appelés, viennent se greffer, ils font une révolution verbale en répétant vos phrases, là, il faut dire que vous êtes très faible. Très, très faible. On peut vous trahir avec la complicité consciente ou inconsciente de votre entourage, oui, parce qu'elle n'est pas trempée, oui, dans la lutte. Très bien. Alors, docteur Sonji, vous êtes ministre de la Santé dans le premier gouvernement que M. Laurent Désiré Kabila forme. Et apparemment, vous ne faites pas longtemps au gouvernement, vous partez du gouvernement et beaucoup de choses commencent à ce moment-là. C'était dû à quoi exactement? Non, comme il vient de le dire, Mzé est arrivé, d'abord il était surpris par les événements, puisque pratiquement il avait abandonné la lutte depuis un certain temps. Mais il maintenait ses convictions, et lorsque l'opportunité s'offre à lui, oui, pour accéder au pouvoir, il est seul. Il est seul, il n'a plus les compagnons de lutte avec lesquels il avait commencé la lutte. Donc, il est obligé, d'abord, ne fût-ce que pour se faire des Rwandais, il fait appel aux Congolais. D'abord, il est conscient que l'étau rwandais est un étau étouffant. Alors, il fait venir des Congolais, mais des Congolais alors de tous bords. Des Congolais de tous bords. Mais il dit, entre le mal rwandais et les Congolais de tous bords, bah, c'est encore préférable de prendre des Congolais de tous bords, mais avec leur risque. Et c'est ce qui va se passer, parce qu'il ne faut pas oublier que le commandant Ngandou Kisaseki, lui, était mieux organisé, il avait même une armée plus forte, il avait une structure plus organisée que celle de Mzé. Mais comme il va montrer son nationalisme relativement tôt, il va se faire liquider. Et Mzé a vieux routier, il dit, les Rwandais, même si vous êtes, parce que moi je me souviens, un jour pendant que nous étions au gouvernement, il me dit, les Rwandais vont se mordre le doigt. Les Rwandais, ils nous prennent pour des imbéciles. Effectivement, il faut jouer comme si nous étions des imbéciles, mais ils vont se mordre le doigt. Parce que nous montraient les lettres, comment on leur écrivait à tous les voilà, il faut prendre les fonctions ministérielles, là où il y a l'argent, les entreprises publiques, des trucs comme ça. Les lettres nous arrivaient et ils nous montraient. Ils disent, ils vont se mordre le doigt. Alors, ce qui s'est passé, en fait, les gens qui partageaient véritablement sa vision étaient relativement minoritaires dans les structures. Alors, la bataille, en fait, s'est posée, lequel de groupe allait avoir l'influence dominante sur Mzé. Est-ce que c'est ce groupe que moi j'appelle... Surtout beaucoup plus la diaspora. Oui, même la diaspora, il y avait des gens valables. La diaspora, il y a des gens valables. Mais dans cette diaspora, il y a des gens qui étaient effectivement des progressistes comme lui. Et il y en a d'autres véritablement qui n'avaient rien à voir avec Mzé. Alors, la bataille s'est posée par rapport à ces camps-là, ces groupes-là. Alors, soit c'est notre groupe qui prenait le devant. Alors, eux partaient. Ou c'est eux qui prenaient le dessus et nous partions. Et ce qui s'est passé malheureusement, c'est eux qui ont pris le dessus. Mais non seulement nous sommes partis, mais ça aboutit à son départ à lui aussi. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est un peu la confusion qui règne lorsque vous êtes dissous l'AFDEL, par le même bien conglomérat d'aventurier professeur Kalele. C'est la rébellion qui commence déjà en 1998 et jusqu'à l'assassinat de Mzé. Est-ce que tous ces éléments, la conjugaison de ces éléments explique en partie les causes même de la mort de Mzé? Oui, je crois que vous faites mieux de poser la question. Parce que notre histoire politique est biaisée à beaucoup d'endroits. Le RCD, le MLC, le RCD, KML, OML, le RCDN, ce ne sont pas des Congolais qui s'organisent pour combattre Laurent Désiré Kabila. Comme également la sécession katangaise, la sécession du Sud Kasaï, ce ne sont pas des Congolais qui s'organisent pour s'opposer à Lumumba. Une fois que l'Occident a établi que Kabila, Laurent Désiré, ne s'est pas laissé manipuler, qu'il lui échappait, c'est l'Occident qui a monté toutes ces rébellions-là pour faire partir Kabila.
comme l'Occident veut monter les sécessions. Et vous saurez que dès que Lumumba est tué, les deux sécessions se résorbent pratiquement d'elles-mêmes. Dès que Laurent Désiré Kabila est tué, on prend tous ces messieurs, y compris une frange de l'opposition politique, on les amène à Sun City. Vous combattiez le même ennemi, mettez-vous ensemble pour partager le pouvoir. Donc, nous n'étions pas des acteurs. Et les gens, nous sommes allés là-bas à Sun City avec en tête le pouvoir. Et on a même mis ici une structure pour nous surveiller. Le SIAT. Le SIAT. Hein? Ça, c'est l'histoire vraie. L'acteur majeur, ce n'est pas nous. Le RCD, on voit même comment il s'est créé. Le MLC. Le RCD, c'était le Rwanda. Ouais. Le MLC, c'était l'Ouganda. Même les appendices là, c'était l'Ouganda. C'est eux qui agissaient sur instruction de l'Occident. Et on a liquidé Laurent Désiré Kabila. Et on a récupéré la situation au grand profit de l'Occident. Et vous voyez même que, même dans les structures actuelles, il y a des gens qui ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila, qui faisaient une révolution verbale, qui sont dans les structures. Difficile. Non. Oui. Si on fait il faut restituer l'histoire vraie. Oui. Sinon, nous allons continuer à nous vautrer dans les mensonges. Comme récemment, l'opposition en Libye, c'était fabriqué par l'Occident. L'opposition en Côte d'Ivoire, les Soro, c'était l'Occident. L'opposition en Syrie, c'est l'Occident. On peut même en déduire que lorsque un nationaliste arrive au pouvoir, s'il est intelligent, il doit prévoir que l'Occident lui fera la guerre. Soit directement un coup d'État, soit lui créer une rébellion, l'armer et lui faire la guerre. Très bien. Alors, docteur Soumji Mouzé, vous étiez à ses côtés, il parlait plus de l'auto-prise en charge. Il voulait que le Congolais ne dépende pas totalement de l'extérieur. Est-ce que cette idée, tout le monde la comprenait de la même manière que lui? Mais bien entendu. Mais d'abord, quand vous regardez, le peuple congolais s'est retrouvé. Mouzé était populaire. Pourquoi? Parce que justement, il a dit non, que chacun, là où il est, doit se prendre en charge. Ce qui est la chose la plus élémentaire, enfin. Nous avons, je vais vous donner l'exemple, nous avons 80 millions d'hectares de terres cultivables, dont nous n'utilisons que 3%. Entre-temps, la malnutrition, c'est le fond de tout problème de santé publique. Mais que quelqu'un vous dise, écoutez, vous avez des terres à cultiver, utilisez-les, ça ne peut pas être quelque chose de négatif. Mais justement, c'est cette prise de conscience que les autres, beaucoup de ceux qui veulent nous voir justement toujours en dessous, qui ne veulent pas. Ils veulent absolument liquider le peuple congolais pour qu'eux puissent prendre notre place. Donc, c'était... Mais si tout le monde partageait, c'est évidemment non. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour remplacer M. Mobutu dans la prédation. Parce que pendant cette période-là, beaucoup de biens de l'État ont été dilapidés déjà à ce moment-là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le gouvernement, tout en étant avec Mouzé, tout en faisant le discours de Mouzé, mais en réalité qui était bien pire que les gens de Mobutu. Mais Mouzé ne badinait pas, il avait la rigueur de faire, on le dit, il sanctionnait à tout moment. Comment les gens pouvaient... Oui, mais Mouzé, il sanctionnait, c'est vrai, mais il sanctionnait, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'intention de sanctionner. Mais en général, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait, bon, on vous arrête, on vous garde pendant une semaine, 2 semaines, et puis vous rentrez. Il n'y a pas eu une condamnation ferme parmi tous ces gens qui faisaient. Alors, c'est avec ça qu'il a... Et puis, il est vrai aussi qu'à la fin, il y avait une certaine déviance, un peu, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas,
Il a été noyauté un peu, surtout après la tentative d'invasion des Rwandais. En fait, les Rwandais considéraient la gestion de l'État comme une affaire. Gestion une affaire. Les Rwandais partis, les Rwandais ont été remplacés par une clique de Katangais qui aussi ont considéré la gestion de l'État autour de Mzee comme une affaire. Et par rapport à ça, donc, on a assisté donc à une certaine baisse de l'acuité idéologique de Mzee. Du fait qu'il était entouré de beaucoup de gens qui, les uns parlaient de Balobakat, parlaient de Katangais, parlaient de ceci. Et c'est à partir de là que la dimension idéologique a un peu... et d'ailleurs, quand vous voyez très bien qu'on va l'assassiner, la CIA ne va pas envoyer des grands experts pour essayer de le liquider. On va le tuer en utilisant les faiblesses de son propre système. Et ce sont les gens qui étaient autour de lui, dont la plupart sont des Katangais, qui l'ont finalement... Ah oui, professeur Kalele, aujourd'hui, 16 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de la révolution du 17 mai? Le verbe. Essentiellement, le verbe. Il y a eu des réalisations matérielles qui demeurent. Le tronçon de route en face du stade. Il y a eu le marché de la liberté, le marché de Lubumbashi, le camp Lamoura, mais acquis idéologique, souci de l'indépendance et même du nationalisme, je crois que tout cela a été soldé. Aujourd'hui, nous sommes rentrés et nous avons fait de la RDC une colonie occidentalo-africaine. Nous sommes tombés, nous continuons à tomber plus bas. L'idéologie de Mzee dans la pratique, comme l'idéologie de Lumumba dans la pratique, ça sombrait. C'est vraiment une antithèse, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je pense, nous ne sommes pas en mathématiques, nous ne sommes pas en sciences exactes. L'homme change. Je dis que j'étais en prison, le tout premier prisonnier politique des Rwandais. Beaucoup de ministres de Mzee m'ont rejoint en prison. Ils étaient arrêtés pour malversation financière. Les gens qui étaient venus d'Europe, les gens qui avaient été ramassés au niveau de Goma. Mais lorsqu'on discutait avec eux, je trouvais que c'était des bonnes gens, intentionnés, et qui ne comprenaient pas grand-chose aux affaires de l'État. Ceux qui sont venus ne connaissaient même pas le quinoa. Ils se sont pour la plupart fait rouler par le quinoa astucieux qui tournait autour d'eux. Maintenant, je pense, si on veut bénéficier des idées de Lumumba, de Mzee, par la matérialisation, c'est une reconquête, c'est une indépendance, une nouvelle indépendance idéologique qu'il faudrait. C'est également l'impérieuse nécessité au sein des partis politiques de former idéologiquement et politiquement les membres. Sinon, on va connaître les mêmes déboires. Très bien. Alors, docteur Sonji, 17 mai 1997 et 17 mai 2013, aujourd'hui, ça fait 16 ans. Qu'est-ce que vous personnellement retenez du combat de Mzee et qu'en reste-t-il de cette révolution du 17 mai? Moi, ce que je retiens du passage de Mzee, c'est une opportunité historique manquée. C'est une opportunité historique manquée parce que on avait le contexte national, surtout la population, parce que s'il est venu, parce que la population s'est plus ou moins identifiée un peu à lui, parce qu'il y aurait quelqu'un d'autre à la tête, et je ne suis pas sûr que les Congolais allaient adhérer comme ils l'ont fait. On l'a laissé pratiquement venir,
Mais Mzee, je pense que n'a pas pu mesurer l'importance de cela et qu'il s'est laissé aller un peu dans la facilité. C'est pour cela que, et le reproche fondamental que je lui ferais aussi, il n'a pas tiré les leçons de Lumumba. Parce que Lumumba, il a été assassiné, mais il n'a gouverné que pendant 3 mois. Et on ne peut pas... Parce que quand vous regardez la trilogie, il y a Lumumba, qui lui a lancé beaucoup de messages dans le peuple. Ce message, il est actuel, pas seulement pour nous, mais dans le monde entier. Il est mort pour ça. Moulele est venu, il a théorisé, dit, les changements fondamentaux ne peuvent pas se faire par le simple discours, c'est par la lutte. Il a essayé de mener la lutte armée, ça n'a pas marché compte tenu du contexte historique parce qu'il était isolé, il n'avait pas de base arrière. Nous est, dans cette continuité de lutte, a eu le pouvoir d'État pendant une période beaucoup plus longue. Et on ne peut pas, quand vous êtes un nationaliste et révolutionnaire, avoir un pouvoir d'État et le perdre aussi bêtement, aussi facilement. Donc, c'est ce qu'il faut dire que tout ce qui convient de le dire, quand vous avez des discours pour promouvoir notre pays, la nation congolaise, vous devez savoir que vous marchez sur des intérêts qui sont puissants et que chaque fois, avant de faire chaque pas, vous devez évaluer vos rapports de force pour savoir ce pas-là, je ne peux pas le perdre, je vais le gagner. Donc, ne pas déclencher inutile, prématurément, des guerres pour lesquelles vous n'êtes pas encore prêt. Et là, je pense que c'est la leçon que nous devons faire. Et donc, c'est pour cela que même dans la période actuelle, parce que le pouvoir, maintenant, l'État est dans des compositions tout à fait avancées. Aujourd'hui, nous sommes presque en train de rentrer dans la cueillette au point que ce sont des aventuriers qui viennent prendre nos affaires ici. Donc, il y a toute une reconstruction à faire, mais en sachant très bien que nous aurons en face de nous des ennemis internes qui vivent de ça. Qui vivent de ça, mais nous avons surtout des ennemis extérieurs. Mais la chance que nous avons un peuple qui lui est là. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'élite congolaise aujourd'hui, pour la plupart, elle est manipulée, elle est corrompue, elle est irresponsable. Mais la chance que nous avons un peuple disponible. La seule chose qui lui manque, c'est le manque d'un leadership politique éclairé. Et ce leadership viendra. Très bien. Alors, professeur Galele, révolution du 17 mai, vous avez déjà parlé, on a parlé de Lumumba. Brièvement, quelles sont les perspectives d'avenir à la lumière de cette révolution qui aujourd'hui, il faut le dire, il y a certains dignitaires de l'AFDEL qui continuent avec la gestion de l'État, même si on dit que ce n'est plus vraiment l'AFDEL, au moins le pouvoir actuel compte parmi ceux qui dirigent les gens qui sont issus de la révolution du 17 mai. Est-ce qu'on peut dire que le problème que nous avons aujourd'hui sont la conséquence de ce qui s'est passé avec l'AFDEL ou de la révolution ratée du 17 mai? Non, c'est un problème structurel. Ce sont nos rapports avec nos anciens colonisateurs. Se sont ligués. Aujourd'hui, vous n'avez plus une métropole coloniale contre une colonie. Vous avez toutes les métropoles coloniales contre chacune des anciennes colonies. C'est ça la réalité. Même avec la bénédiction des Nations Unies. Il faut tirer les leçons de l'histoire et s'organiser en conséquence. Les perspectives d'avenir sont bonnes si nous sommes nous-mêmes, élites politiques, déterminés à changer la situation. Mais les ingrédients pour ce changement existent. Aujourd'hui, vous avez un mécontentement généralisé du point de vue du social et du Congo. Même l'Occident lui-même s'empêtre dans les contradictions. Quand il publie les statistiques, c'est l'Occident qui nous met ces gens au pouvoir. C'est lui qui les encadre, qui leur donne la direction. Mais quand il publie les statistiques, il dit que nous sommes derniers. Il faut se poser un problème. Qui fait de nous derniers?
ce mécontentement du point de vue du social. Le mécontentement né du tripatouillage des élections en 2011, les mécontentements nés de ce qui se passe à l'Est, où l'État paraît non seulement absent, mais complice. Nous sommes dans un mouvement des idées. Les idées obéissent à la loi dialectique du changement de la quantité en qualité. C'est-à-dire que vous les lancez, elles s'accumulent dans les têtes des individus, dans les cœurs des individus, disparaissent, réapparaissent, et à un moment donné, après un certain temps, il suffira d'une étincelle pour que ça explose. C'est comme ça la Révolution française, la Révolution russe. C'est comme ça également le 4 janvier 1959. Oui. Les gens sont en train d'accumuler, peut-être ce soir, pour un rien du tout, ça peut exploser. Très bien. En tout cas, docteur, on n'a plus assez de minutes. En une minute, les perspectives d'avenir. Au lieu de rester dans les célébrations qui sont célèbres aujourd'hui, mais ces défilés, après nous aurons encore un 17 l'année prochaine. Quelles sont les perspectives d'avenir? Les perspectives, je pense, ne sont pas en relation avec le 17 mai. Les perspectives, c'est par rapport au contexte actuel. Comme il vient de le dire, c'est que la situation s'est terriblement dégradée aujourd'hui et tout le monde est conscient que ce qui se passe ici, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et la mobilisation doit se faire par rapport à ça. Parce qu'il est trop facile de se plaindre, mais il faut que les choses changent. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.